secrétaire général de ce Centre français d'urologie, qui va nous présenter en 10 minutes, mon cher Thierry, l'expérience de la spécialité sur ces bases de données. Cher François, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les académiciens, c'est vraiment beaucoup de plaisir que je viens vous parler aujourd'hui d'une belle aventure. On ne va pas parler de base de données, mais on va parler de cohorte, c'est-à-dire qu'on va se parler dans le prospectif. Une belle aventure avec mes collègues qui sont cités ici, qui a commencé il y a quelques années, et je vais vous retracer très rapidement pour vous amener à ce qu'on est aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas urologues, il y en a quelques-uns dans la salle quand même, rappelez que le cancer de vessie, c'est un cancer qui est très fréquent, beaucoup plus qu'on ne le croit, et c'est un cancer qui coûte très cher, et c'est probablement un qui, au niveau économique, est le plus coûteux par ses récidives et par la lourdeur des traitements que l'on doit mettre en place. Très globalement, il y a deux types de tumeurs de vessie. Les tumeurs qui sont dites superficielles, où nous on infiltrons le muscle, et puis celles qui sont plus rares, mais qui infiltrent le muscle et qui nécessitent la cystectomie dont on a parlé. Je suis heureux d'être à l'Académie de chirurgie parce que ça fait partie des derniers cancers qui ne peut être guéri que par la chirurgie. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a vécu en 2010, lorsqu'on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que l'on peut faire en prospectif. On avait effectivement la notion qu'il était peu étudié, c'est un peu le parent pauvre de l'urologie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de médicaments, et les médicaments, c'est ceux qui apportent les crédits par l'industrie pharmaceutique. Donc il y avait peu vraiment de progrès réels, mais on sentait qu'il y avait des choses qui allaient bouger, en particulier avec les traitements anti-angiogéniques et les traitements ciblés qui arrivaient. Alors, on s'est regroupé avec des pathologistes, des oncogénéticiens, et puis des épidémiologistes, et on a regardé, on s'est donné un but, ou plutôt plusieurs buts, d'étudier les biomarqueurs, d'essayer de trouver des cibles thérapeutiques avec la génétique, et essayer aussi d'avoir une idée de ce que l'on pouvait améliorer sur le plan de la qualité de vie, et puis avoir des vrais critères économiques pour savoir ce que coûtaient réellement ces tumeurs de vessie. Et puis bien sûr, aller un peu au-delà de tout ça pour savoir un peu comment se passait cette oncogénèse de la tumeur de vessie qui était réputée pour être extrêmement hétérogène. Et c'est pour cette raison que la difficulté des généticiens était de nous dire on va essayer de savoir quelle mutation, mais on avait l'impression d'être vraiment devant une mosaïque et des choses extrêmement complexes. Alors, eh bien, on s'est regroupé et ça a donné quoi ? Eh bien, ça a donné l'idée de monter une grosse cohorte. Nous sommes en 2010. Où on s'est dit, eh bien, on va aller foncer, on va monter 2000 patients, faire une cohorte avec 2000 patients, et on va essayer eh bien, de les suivre pendant un certain temps, et c'est ce que l'on a proposé de faire, et ce que l'on a construit, c'est-à-dire qu'avec 18 autres centres, qui incluent du public et du privé, comme vous allez le voir, sur une période de 3 ans d'inclusion, eh bien, nous allons essayer de mettre en banque toutes ces tumeurs de vessie, vous allez voir comment on s'y est pris, et puis de les suivre pendant 6 ans. Énorme défi que nous avons eh bien, collectivement essayé de relever avec des collègues qui étaient eh bien, tout autour de la tumeur de vessie. François Radvani, qui était peut-être un des plus avancés sur l'oncogénétique, Yves Allory, un pathologiste de Mont-d'Or, Simone Benamou, qui était épidémiologique, et puis Julia Bonas, qui nous a très vite rejoint pour avoir une balance sur l'économie de la santé. Après, eh bien, l'étape suivante, c'était un peu le copinage, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir avec qui on avait envie de travailler. Et je trouve que les bons projets partent toujours eh bien, du principe qu'on travaille avec les gens avec qui on a envie de travailler, avec lesquels on sait qu'on va y avoir facilité. Et c'est ce que l'on a fait en ouvrant sur l'ensemble du territoire français, comme vous le voyez ici, eh bien, 18 centres, mais on a mélangé à la fois du public, du privé, de l'universitaire, de l'ESPIC, qu'on appelait avant le PSPH, et aujourd'hui, voilà la carte de France, que l'on s'est réparti à 4. Au nord, il n'y avait pas les Corons, mais Arnaud-Villers. Au centre, j'y étais, plutôt en Île-de-France. Au centre, il y avait le professeur Guy, qui est sur Clermont-Ferrand, avec une grosse base de tumeurs de vessie due à Michelin et la toxicité du caoutchouc. Et puis dans le sud, Stéphane Droupi, qui coordonnait toutes ces équipes-là, encore une fois, public, privé, universitaire ou ESPIC. Alors comment on a procédé ? Tout patient qui, depuis 2013, présente une première tumeur de vessie ou une
cystectomie, c'est-à-dire qu'on a les deux entrées, eh bien on va recueillir quoi? On va recueillir d'abord des données historiques plutôt, sur leur vie antérieure. Et c'est un questionnaire extrêmement fouillé, que je ne vais pas vous détailler, mais qui comprend les habitudes alimentaires, les régions dans lesquelles ils ont été, le type d'eau qu'ils ont bu, est-ce qu'ils ont eu une surcharge en lait, parce que c'est un des carcinogènes qu'on peut éventuellement incriminer. Bref, avec les épidémiologistes, on a travaillé sur un questionnaire qui dure 1h30 de questions en tête-à-tête avec une arc. On a bien sûr banqué tout ce qui pouvait être dans le futur utile. La tumeur, bien sûr, congelée, que l'on va utiliser, le sérum, les urines, et puis les phanères, on a pris les ongles, qui sont des traceurs de toxicité. Et avec tout ça, eh bien, on essaye de construire une cohorte pour laquelle on va avoir tous les éléments nécessaires pour répondre au but que l'on s'est donné. Et vous voyez ici qu'on a à la fois des questionnaires d'inclusion, des questionnaires de récidive, et puis le suivi des patients. Et encore une fois, chaque questionnaire tourne entre 45 minutes et 1h30, 1h30 étant les questionnaires nécessaires à l'inclusion. Les patients vont être suivis pendant 6 ans et on va garder toutes ces ressources à la fois cliniques, économiques et tumorales afin de pouvoir étudier tout ça en prospectif en fonction un petit peu des événements qui vont se dérouler et à l'ouverture de tous ceux qui auront des projets pouvant nécessiter un de ces produits que l'on met à la disposition avec bien sûr des critères extrêmement sélectifs comme je vais vous le montrer. Tout ça nécessitait que l'on ait des partenaires pour avoir des biobanques pour garder toutes ces urines, toutes ces tumeurs et tout ce sang. Et donc tout ça, ça a été construit. Et puis, il fallait une gouvernance. Pourquoi? Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est comme les bases de données. Une fois qu'on a une cohorte, cette cohorte, elle appartient à qui? Et comment la gérer? Et surtout, quel projet garder ou au contraire rejeter? Alors, on a mis un comité exécutif, on a mis un comité scientifique, on a mis un comité stratégique avec des personnes qui venaient d'horizons différents. Et grâce à ce panel, on pouvait essayer d'avoir le maximum d'objectivité et en tous les cas essayer de rendre cette cohorte extrêmement ouverte et lisible. Alors vous allez me dire, ça coûte cher. Eh bien oui, ça coûte 6 millions d'euros pour mettre en place une cohorte comme ça. 6 millions d'euros, c'est énorme et en 2010, on était avec 0 sous. Et grâce au dynamisme de toute l'équipe, on a déposé le projet devant le grand emprunt qui avait été fait par Fillon et puis Valérie Pécresse. On a concouru, il y avait 51 projets, il y en a 11 qui ont été retenus, on était le 7e sur la liste, et à ce moment-là, on a eu un financement qui était, vous voyez, aux alentours de 4 millions d'euros. En complément, c'est toujours la même chose, on prête qu'aux riches, certains diront, on a pu faire marcher, non pas la machine à billets, mais on a réussi à engranger avec l'INSERM, avec la Ligue contre le cancer, et bientôt probablement l'INCA et d'autres dons, on arrive à presque ces 6 millions. Il nous reste encore un petit peu d'argent à trouver, mais on devrait y arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant on s'aperçoit qu'on a des partenaires privés publics qui commencent à poindre. Et vous voyez qu'il y a 8 jours, on a signé ce qui avait été engagé en 2015 avec un partenariat à MSD qui est de 300 000 euros. Il faut encore là une fois savoir que tous les laboratoires que vous voyez ici sont des laboratoires de traitement médical. Et donc je pense qu'aujourd'hui, et je le dis haut et fort, même dans une académie de chirurgie, on ne peut plus être que des chirurgiens, et il faut savoir avoir sa deuxième main, qui est la main de la prescription. En urologie, et je ne veux pas en faire un exemple, on a gardé et on s'est battu, vous vous souvenez probablement de la VAE qui est avec la petite phase d'armes avec notre ami Roland Park, sur cette capacité des chirurgiens d'être à la fois des techniciens d'actes opératoires, mais également des prescripteurs. Et c'est grâce à ça, et en particulier à l'immunothérapie qui arrive, que l'on essaye de garder en urologie, que l'on a réussi à avoir à ces partenaires privés. Et puis, bien sûr, ça nous a aidé lorsque on a pu avoir cette certification ISO 9001 qui accrédite vraiment notre corps. Les inclusions, vous voyez qu'on est un petit peu en dessous du seuil, mais tout simplement parce que tous les centres n'ont pas pu ouvrir facilement. Et une petite griffe sur la science publique, c'est pas facile de travailler avec la science publique parce qu'on a eu énormément de retard pour ouvrir les centres.
D'autres centres ont été beaucoup plus simples. Et en tous les cas, aujourd'hui, on est sur une courbe qui est en train de remonter. Vous voyez qu'on devait être en 2016 à 1644 au premier trimestre, on était à 1029. Aujourd'hui, on est à 1400. Et à chaque fois, bien sûr, on regarde un petit peu comment se passent les inclusions et on décrit la population au fur et à mesure. On voit que c'est à peu près homogène. Je vais passer sur tous les détails. Mais globalement, tout ça est contrôlé. Par exemple, ici, on a pu corriger sur des centres où la masse tumorale donnée sur les résections, où il n'y avait que quelques petits polypes, était insuffisante. Donc, on avait un ARN qui n'était pas suffisant. On a corrigé et à chaque fois, eh bien, on peut avancer comme ça. Vous voyez ici qu'en fonction de la quantité de tissu que l'on donne, eh bien, on va pouvoir faire une extraction d'ARN quasiment toujours. De temps en temps, on arrive à avoir des extractions protéines, mais ce n'est pas fréquent, parce qu'il en faut plus de 50 mg, et puis autrement, l'extraction d'ARN est un peu plus facile. Et on a pu voir que certains centres, et excuse-moi Xavier de te dire ça, on a eu une petite période où Montpellier nous envoyait que quelques milligrammes de tumeurs, et donc on a corrigé pour leur dire qu'il fallait en avoir un petit peu plus. On a pu bien sûr tester au fur et à mesure, et on continue à le faire, les quantités obtenues, que ce soit au niveau de les urines, du sang ou de la tumeur. Et tout ça, eh bien, en avançant avec des projets qui sont en parallèle, mais ce qui a été fondamental, aucun projet ne sera validé tant que les 2000 patients ne sont pas inclus. C'est-à-dire que même si on a une pression, et on a une énorme pression des laboratoires pour tester, ce que l'on veut, c'est qu'on ait une base propre. Du début à la fin, ce sont les mêmes traitements et ce sont des patients qui ont suivi tous les recommandations. Et donc, aucun patient ne peut être rentré dans des essais thérapeutiques, par exemple. Alors, aujourd'hui, eh bien, cette base, elle vit, elle va donner lieu à une ouverture à projet. On ne va pas le faire avec des appels à projet, mais on a mis en place, et c'est pour répondre à une des questions qui avait été posée antérieurement, on a mis en place un schéma pour proposer un projet et comment le valider. C'est-à-dire qu'on a mis une première barrière avec le comité exécutif restreint, puis ensuite il y aura une évaluation scientifique faite par le comité international, puis ensuite on va revenir sur le comité restreint pour savoir comment le financer avant d'arriver sur un contrat. Et ça c'est quelque chose de très important. Vous voyez ici qu'un neurologue seul ne peut absolument pas mettre en place une base de données comme ça. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir une épidémiologiste ou un épidémiologiste. Nous avons la chance d'avoir Simone Benamou qui, elle, gère un petit peu tout ce côté à la fois administratif mais aussi réglementaire. Et on arrive comme ça eh bien, à progresser tous les 5, encore une fois, en regroupant un clinicien avec tout son réseau de collègues, un pathologiste qui permet d'avoir un diagnostic et d'aller de l'avant sur eh bien, la carcinogénèse, l'oncogénéticien, l'économiste de la santé, tout ça sous ce que j'appellerais moi la direction, parce que c'est vraiment elle qui dirige cette cohorte, l'épidémiologiste. Je vous remercie et vous voyez que eh bien, c'est l'ensemble de tous ces acteurs qui permettent aujourd'hui de monter une base qui sera, et je touche du bois, la plus grande base de données mondiale de tumeurs de vessie qui sera probablement terminée pour la fin 2017 avec un an de retard simplement. Merci. Question sur le plan technique des montées de base. Oui. C'est un travail remarquable. L'intérêt ou la difficulté maintenant, c'est la pérennité. C'est trouver l'argent pour assurer, au final, les rejets de données tardifs, il y aura sûrement des extensions, et puis garder tout matériel, tout ça. C'est vraiment de la chose délicate. Il y a deux autres bases, neurologie et HeroCCR, qui s'occupent du cancer de rein. Il y a EPICAP qui est un cas témoin, mais il y a 1600 patients de chaque bras, qui permet d'avoir les mêmes données, mais en ayant en plus la population témoin. Oui, non. Alors, je n'ai pas parlé des autres bases, d'abord, parce que je ne les connais pas, et deuxièmement, je pense que c'était plus intéressant pour vous d'avoir un exemple précis plutôt que de vous faire un catalogue des bases de données qui pouvaient exister ou que j'étais censé pouvoir, donc je n'ai pas parlé alors que je n'étais vraiment pas légitime. Merci, Thierry.